pour pouvoir voir quelles activités on va pouvoir créer à partir des applications, par exemple, qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Alors, on a une autre remarque qui nous dit c'est la question de la volonté de nos élèves. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que si vos élèves n'ont pas du tout envie de travailler, quelle que soit l'activité que vous allez leur proposer, ils trouveront toujours un moyen de ne pas le faire. Mais je trouve que c'est intéressant justement plutôt que de dire bah, moi j'ai envie que les élèves fassent ça, j'essaye de partir dans l'autre sens en disant bon, vous n'avez pas envie de faire du français, mais qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Vous passez du temps sur Snapchat, ok? Vous savez qu'on peut faire la même chose en français. Peut-être que ils n'auront toujours pas envie, mais on peut essayer de retourner un peu le problème, puisqu'après tout, c'est l'intérêt de ces nouvelles technologies, c'est que tous les adolescents de partout dans le monde font à peu près la même chose. Donc ça va pouvoir être intéressant de les orienter vers ça. Et avant de leur proposer de produire des choses en français, ça peut être aussi intéressant de leur proposer de suivre et donc de recevoir, de comprendre du contenu en français. S'ils passent beaucoup de temps sur YouTube et sur Instagram, pourquoi ne pas leur proposer de suivre, de s'abonner à des comptes de YouTubeurs français, par exemple, ou d'Instagrammeurs, je ne sais pas exactement comment on dit, d'influenceurs, enfin de personnalités francophones qui publient énormément de choses sur Instagram, dans le domaine qui les intéresse. S'ils sont passionnés de jeux vidéo, il y a plein de personnes qui, en français, parlent des jeux vidéo, par exemple. S'ils sont passionnés d'escalade, de football, de tous les domaines, on peut trouver des choses sur tous les domaines. Donc ça peut être déjà une première chose, les orienter vers ce genre de médias pour que apparaissent de temps en temps dans leur fil, lorsqu'on passe du temps sur notre téléphone à faire défiler de l'information, pourquoi pas que de temps en temps apparaissent certaines choses en français. C'est un premier pas, et s'ils accrochent avec la personne, avec le contenu qui est proposé, peut-être que ça leur donnera envie d'aller plus loin. Bon. C'est faire un pas vers eux pour que eux fassent un pas aussi vers nous. Bon là, ça s'applique surtout aux adolescents. Je suppose que des adultes qui viennent en cours de français, ils le font volontairement et donc ont envie de travailler. Voilà. Donc ces deux petites statistiques, c'est pas tellement pour vous donner des informations sur la France, c'est plutôt pour vous inciter à faire le même travail, les mêmes recherches, les mêmes sondages dans vos classes pour voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser les habitudes de nos apprenants et les transformer en activités pédagogiques en français. Justement, voilà quelques idées et exemples d'activités qu'on va pouvoir mettre en place en classe, je crois assez facilement, pour faire en sorte que nos élèves agissent. Alors, je vous propose plein d'activités différentes. À vous de piocher dans ce que vous pensez qui pourrait intéresser vos élèves et à adapter. L'idée, c'est de vous donner quelques idées, mais ensuite, voilà, chacun l'adapte à son contexte. Là, vous êtes presque une centaine, donc sans doute que vous êtes déjà vous êtes dans des pays différents, vous êtes sans doute dans des contextes différents, avec des types d'apprenants différents, donc voilà, à vous ensuite de piocher parmi ces idées pour essayer de les adapter à vos cours. L'idée, c'est simplement de vous donner quelques idées qui pourraient en faire émerger d'autres. Donc, premier outil que vous connaissez peut-être sans doute déjà, c'est un outil qui s'appelle Quizzes, qui ressemble énormément à Kahoot. Je sais qu'en général, on connaît beaucoup Kahoot, qui est très très populaire. Moi, je trouve que Quizzes est un petit peu plus complet, permet de faire plus de choses, mais ça se ressemble vraiment. Donc, Quizzes permet de créer des quiz et donc de tester les connaissances des élèves, tester de manière ludique les connaissances des élèves. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un outil comme ça? Bien sûr, nous, en tant qu'enseignants, on peut créer un quiz et le proposer, le soumettre aux élèves pour qu'ils y répondent, et on va pouvoir faire comme ça un quiz de vocabulaire, un quiz de culture générale, un quiz sur la francophonie, un quiz de grammaire, on peut imaginer plein de choses. Mais si on va un petit peu plus loin, ce qu'on peut proposer, c'est que ce soit les élèves qui fabriquent eux-mêmes le quiz. Et dans ce cas-là, l'objectif ne va pas vraiment être d'évaluer les élèves sur leur capacité à répondre au quiz, mais plutôt sur leur capacité à créer un quiz, donc à faire de la production écrite. Et ensuite, pourquoi pas, on peut rajouter une étape avec la capacité à animer une petite session de quiz avec leurs camarades, et donc on va travailler la compréhension orale. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui dit apparemment il y a déjà des applications qui leur soufflent les bonnes réponses. Et bien justement, peu importe. Si l'objectif c'est de leur faire créer le quiz,
Nous, on va les évaluer plutôt sur la qualité des phrases, les questions, l'originalité, enfin, la production écrite. Donc si ensuite il est facile de répondre au quiz et que ça devient un moment ludique, etc., tant mieux. L'objectif ne va pas être de les évaluer sur leur réponse et leur score au quiz. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ça? Donc par exemple, hop, je vous ai mis un petit exemple ici, enfin plusieurs exemples. Alors on voit pas très bien, je suis désolée, ma capture d'écran, mais c'était pour vous montrer un exemple de quiz sur la francophonie, par exemple, hein. Tous les ans, au mois de mars, on essaye de faire quelque chose sur la francophonie, pour que les élèves découvrent un peu le monde francophone. Pourquoi pas leur proposer, au lieu de faire un exposé, leur proposer de présenter un pays, par exemple, mais de le présenter sous forme de quiz, ou en tout cas d'agrémenter leur exposé avec un quiz pour leurs camarades. On a 2 avantages à ça. D'abord, ils vont être un peu contents de pouvoir utiliser leur téléphone ou les nouvelles technologies et de rendre leur exposé un peu dynamique et interactif. Et nous, ce qu'on gagne aussi, c'est une audience, donc le reste des camarades, un peu plus attentifs, puisqu'ils vont essayer de gagner au quiz et d'avoir le meilleur score possible. Donc, ils vont être obligés d'écouter attentivement ce que dit leur camarade pour répondre le mieux possible au quiz. Donc ça peut être une première idée. Après, pourquoi pas proposer aux élèves aussi, eux-mêmes, de créer un quiz pour réviser un point de langue. Et donc de proposer à des petits groupes, par exemple, à chaque point de langue différent, de proposer à différents élèves de créer eux-mêmes un petit quiz pour que leurs camarades puissent réviser. Ceux qui vont créer le quiz vont être obligés d'avoir très bien compris la règle de grammaire. C'est une manière un peu ludique de travailler la grammaire et c'est pas nous qui fabriquons le quiz. L'objectif, c'est que ce soit les élèves qui travaillent. Donc, pourquoi pas leur proposer de faire ça? La même chose avec du lexique, par exemple. Donc, on va pouvoir proposer aux élèves d'essayer de défier leurs camarades par équipe, toujours, on peut essayer de faire par petits groupes, défier leurs camarades avec le lexique de l'unité, et donc proposer un quiz qui ne soit pas si facile et que l'objectif va être que les différentes équipes gagnent des points en proposant des quiz qui sont pas si faciles, mais pas non plus trop difficiles, parce que sinon ils vont se faire piéger par les autres. Pourquoi pas aussi proposer, alors par exemple au début de l'année ou au début d'une nouvelle session de cours, ou lorsqu'on travaille les goûts, en fait on peut le faire à plein de moments différents de l'année, mais plutôt que de faire une présentation frontale, un peu linéaire de je m'appelle, j'aime le chocolat, je déteste, là, pourquoi pas leur proposer de réaliser un petit quiz sur eux-mêmes pour que le reste de la classe devine et soit un peu actif et essaie de deviner ce que leur camarade aime, ce qu'il fait, d'où il vient, qu'est-ce qu'il voudrait faire dans le futur. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Mais c'est simplement, vous voyez, simplement changer la dynamique, donc impliquer non seulement la personne qui crée le quiz, mais les autres aussi, les autres élèves. Et nous, en tant qu'enseignants de français, ça ne change pas tellement notre travail. Nous, on va toujours les évaluer sur la même chose, leur capacité à se présenter, par exemple, leur bonne connaissance du point de grammaire ou leur bonne connaissance du lexique. Et d'ailleurs, quand je dis qu'on va les évaluer, ça ne veut pas forcément dire qu'on va mettre une note, mais c'est simplement pour essayer pour voir où ils en sont dans leur apprentissage. Quand je dis évaluer, ça ne veut pas dire faire un examen, hein, c'est plutôt une évaluation au fur et à mesure formative pour voir où ils en sont et savoir si les compétences sont acquises. Donc voilà, une première idée, utiliser ces petits logiciels de quiz. Donc je vous ai proposé Quizzes, mais il y a aussi Kahoot, il y a aussi, j'ai oublié les autres noms, mais il y en a plein qui existent sur Internet. Je vous recommande Quizzes parce que je le trouve très facile à utiliser, mais ça fonctionne avec n'importe quelle application de quiz, ok? Voilà pour quelques idées déjà de base. Vous voyez que j'ai mis à la fin des points de suspension parce qu'on va pouvoir imaginer plein de choses, mais toujours dans l'optique que ce soit les élèves qui fabriquent le quiz, ok? Deuxième idée, toujours avec un smartphone. Alors, pardon, je fais une petite parenthèse. Les quiz, on y répond sur smartphone. On peut les fabriquer sur le smartphone, mais c'est un peu plus facile de les fabriquer sur un ordinateur. Mais je les ai mis dans la catégorie smartphone puisqu'on y répond toujours avec le smartphone. Deuxième idée d'application que l'on connaît tous, je pense, toutes et tous, WhatsApp. Alors, j'ai mis WhatsApp. Il y a des polémiques en ce moment avec WhatsApp.
C'est un exemple d'application qui nous permet d'échanger des messages. C'est une messagerie en direct, un chat. Donc, je parle ici de WhatsApp, mais n'importe quelle application qui ait les mêmes fonctionnalités, donc où on puisse écrire en direct, envoyer des photos, envoyer des messages vocaux, ça c'est intéressant aussi en cours de français, vont nous être utiles, enfin, on va pouvoir transposer les activités, hein. Je dis WhatsApp parce que ça me semble être la plus populaire aujourd'hui, mais à vous d'adapter aussi en fonction de ce que vous trouvez le plus sécurité et ce que vos élèves ont l'habitude d'utiliser. Donc ici, par exemple, j'ai extrait deux petites activités qui viennent de défi 1, donc c'est le niveau A1, une activité qui vient de l'unité 2 et une activité de l'unité 3, donc vous voyez que c'est le début de l'apprentissage du français. Alors par exemple, on a une première activité où on propose aux élèves de choisir une personnalité, montrer la photo à la classe et les camarades vont dire qui c'est, donner son état civil, sa profession, présenter la personne. On peut tout à fait réaliser cette activité comme devoir à faire à la maison, par exemple, ou en tout cas en dehors du moment en direct avec les élèves. Et chaque élève va envoyer une photo. Les autres vont faire quelques phrases très simples pour dire de qui il s'agit. Et ensuite, on change et un autre élève envoie une photo, etc. Et ça, on peut tout à fait le réaliser sur WhatsApp. Donc c'est une première idée. Deuxième idée, toujours dans le niveau très débutant, pour exprimer les goûts. Donc vous voyez, mon idée, c'est simplement de transposer les petites activités de production et d'échange, de le faire avec les nouvelles technologies parce qu'en général, les élèves sont un petit peu plus motivés. Je parle alors, surtout les adolescents, les adultes en général, c'est un peu plus facile, mais donc ici, la deuxième activité que je vous propose, c'est on leur propose ici de compléter les phrases en fonction de leur goût et de comparer avec les camarades pour qu'ils utilisent moi aussi, moi non plus, non, oui, si. Donc, vous savez, donc exprimer ses goûts et répondre avec moi aussi, moi non plus, etc. Donc, par exemple, il y a un élève qui peut écrire dans un message j'adore les BD et à la limite envoyer une photo, une image de sa BD préférée. Et les autres disent ah oui, moi aussi j'adore les BD ou non, moi je n'aime pas les BD, moi non plus. Bref. Vous voyez, donc c'est simplement transformer cette petite activité en le faisant en interaction écrite. Donc on va travailler la production écrite, on va travailler la réception, puisque c'est de l'interaction, et le faire avec des petits smileys, ce qui facilite un peu la compréhension, ce qui peut aider lorsqu'on ne trouve pas un mot, rajouter des images lorsqu'on ne sait pas ce que ça veut dire BD, par exemple. Voilà, plutôt que d'expliquer, on va pouvoir envoyer une photo d'une BD. Donc voilà l'idée. Après, avec des niveaux un peu plus avancés ou pour réaliser une tâche un peu plus complexe, par exemple, on peut proposer aux élèves, par exemple, vous savez, souvent aussi dans le niveau A1, on propose aux élèves de choisir, de se mettre d'accord sur une activité à réaliser ensemble et de se mettre d'accord sur un moment pour la réaliser. Ça, c'est quelque chose que l'on fait dans sa vie courante avec des amis. On décide, est-ce que ça vous dirait de faire un barbecue la semaine prochaine? Bon, mon exemple n'est pas trop de saison puisqu'il neige ici, mais est-ce que ça vous dirait de faire un barbecue la semaine prochaine? Oui, à quelle heure? Qui apporte quoi? Etc. Ça, on le réalise pas quotidiennement, mais très souvent avec nos amis sur une application comme WhatsApp. Pourquoi pas proposer aux élèves de transposer ce type d'activité qu'on trouve dans les livres sur WhatsApp aussi. Encore une fois, je dis WhatsApp, mais n'importe quelle messagerie pour faire de l'interaction écrite euh, en français. Ok? Donc voilà quelques idées. L'idée, c'est de transposer des activités qui sont dans le livre ou qui sont assez habituelles et d'utiliser pour ça le smartphone, par exemple, dans l'objectif de motiver les élèves, de rendre la situation plus authentique aussi, parce que est-ce que vraiment avec nos amis, on s'assoit autour d'une table, bon en ce moment pas trop en plus, mais euh, on parle beaucoup par messagerie, on parle beaucoup à l'écrit, donc c'est une compétence importante à acquérir aussi en français. Voilà quelques idées. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez intervenir je vois quelques personnes qui ont dit bonne idée, excellente idée, ok, super. N'hésitez pas à poser vos questions et à intervenir si vous avez d'autres idées ou si vous avez l'impression que ça ne pourrait ne pas fonctionner avec vos élèves. N'hésitez pas à intervenir. Alors, donc ça, c'était WhatsApp. Une autre application qu'on a tous sur notre téléphone, Google Maps. Alors, même si c'est pas Google Maps et que c'est une autre application pour se repérer dans la ville, et qui peut nous servir aussi de GPS, on en a tous une sur notre smartphone. Et tous les élèves ont l'habitude de s'en servir en général.
Donc ici, j'ai pris un autre exemple de défi, toujours le niveau A1, défi 1. Dans l'unité 4, la petite tâche finale que l'on propose, c'est, alors je suis désolée, c'est écrit un peu en petit, mais vous pourrez l'agrandir, c'est d'élaborer une carte de sa ville ou de son pays qui représente les logements accessibles dans son pays, oui, donc dans le pays, puisque c'est l'unité dans laquelle on a parlé des logements, où on a parlé de location, du locataire, du propriétaire, on a décrit un logement, on a parlé des maisons, des appartements, des villas, des chalets, etc. Enfin, bon, bref. Donc, tâche finale pour réutiliser tout ça, on leur propose de réaliser une carte. Donc, on peut tout à fait faire ça sur papier et crayon ou sur un Word, mais pourquoi pas le faire sur Google Maps et que chacun utilise. Du coup, on crée une carte sur laquelle tout le monde peut collaborer en ajoutant des points que l'on va enregistrer. Et ça nous permet d'avoir une carte interactive dans laquelle tous les élèves peuvent participer et ensuite le présenter en partageant son écran et en montrant sa carte, par exemple, dans le cadre d'un cours en ligne. Donc ça, c'est une idée. Alors bien sûr, je vois qu'il y a une collègue Georgia qui nous dit qu'elle a utilisé Google Maps pour travailler sur les prépositions avec les noms de pays. Exactement. On peut travailler bien sûr les itinéraires, on va pouvoir travailler énormément de choses. Imaginer par exemple un itinéraire de voyage aussi, faire le tour du monde de la francophonie, et donc créer l'itinéraire sur une carte sur Google, en écrivant à chaque fois des informations. Enfin, on peut imaginer plein de choses aussi avec Google Maps, hein. Vous voyez, à chaque fois, mon idée, c'est d'utiliser des applications de la vie courante, bon, à part l'application de quiz, mais c'est très facile l'utilisation. On n'a pas besoin d'installer une nouvelle chose sur son smartphone, on n'a pas besoin d'apprendre à manipuler une nouvelle application. C'est réutiliser des choses de notre vie quotidienne et les transposer dans le cours de français pour acquérir des compétences des compétences en français. Voilà, transposer des compétences qu'on a déjà dans nos vies, dans sa langue maternelle et les transposer en français. Donc voilà. Alors oui, il y a plein d'idées à faire. Oui, je vois qu'il y a des personnes qui écrivent. Effectivement, il y a plein d'idées de choses qu'on peut faire avec Google Maps, hein, de même qu'avec WhatsApp. Voilà. Ensuite, une autre application que tout le monde, bon, nos élèves, les adolescents, moi en premier, on utilise énormément, ce sont les réseaux sociaux. Donc, alors j'ai choisi Instagram comme réseau social parce que moi personnellement c'est celui que j'utilise le plus et je crois que c'est un des plus populaires, avec TikTok aussi, mais un des plus populaires aujourd'hui, qui a détrôné Facebook sans problème. Alors je fais une petite parenthèse. Ah oui, donc c'est Johanna qui nous propose une idée pour utiliser sur WhatsApp, par exemple, ou sur Messenger. Avec mes lycéens débutants, on a envoyé les photos de nos animaux de compagnie sur Messenger, on les a décrits. Par exemple, c'est mon chien, il s'appelle blablabla, ok. Merci Johanna. Oui, effectivement, d'ailleurs, c'est un des exemples que je propose d'habitude, mais qui est plus pour les adolescents. Donc là, comme je vous montrais plutôt des exemples de défis qui est pour les adultes, j'ai changé. Mais effectivement, c'est une... Alors moi, je l'utilise souvent plutôt cet exemple pour justement pour les réseaux sociaux. Poster une photo de son animal ou oui, c'est ça, de son animal préféré et le décrire, tout simplement. C'est quelque chose qu'on peut faire très simplement sur Instagram, par exemple. Alors ici, je vous propose quelque chose d'un peu différent, j'ai changé de niveau. Ici, je vous montre un exemple de défi 3. Donc c'est le niveau B1, d'accord, unité 5, donc on est déjà assez avancé dans le niveau B1. Ok. Et on est dans une unité où il s'agit de défendre une cause, d'argumenter, voilà, de faire des choses comme ça. Donc on peut proposer aux élèves, en tout cas dans le manuel, on propose une petite tâche finale qui est de créer un post sur un réseau social pour défendre une cause importante. Donc on leur propose de faire cette tâche à deux, ou en petit groupe en tout cas, choisir une cause qu'on souhaite défendre, et ensuite dans son post, dénoncer la situation, expliquer pourquoi on défend cette cause, créer un hashtag, et alors si on utilise Instagram, il faudra mettre une illustration aussi, une photo, une image, quelque chose. Si on utilise plutôt Twitter, il n'y a pas besoin d'image. Voilà. Et ensuite présenter le post à la classe, donc on peut le présenter à la classe ou on peut simplement dire à la classe d'aller le voir, de le commenter, de participer sur le post. Donc ça, c'est une idée.
Alors, avec les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou un autre réseau social, on va pouvoir faire plein de choses différentes. Si vos élèves ont l'habitude et aiment être, sur les réseaux sociaux et participer, s'exprimer sur les réseaux sociaux, il y a plein d'idées qu'on va pouvoir, développer. Je vous en ai mis ici quelques autres. Ah oui, alors ces autres idées, je les ai mis aussi parce que souvent enfin pas souvent, pas toujours, mais parfois les élèves ne veulent pas participer, ou publier des choses en français avec leur compte personnel, pour des histoires de vie privée, surtout quand ils sont plus jeunes et des fois parce qu'ils ont simplement pas envie de polluer leur compte, Instagram ou Facebook ou Twitter ou ce que ce soit avec des exercices de français, ce qu'on peut comprendre. Donc une solution, ça peut être aussi de créer un compte seulement pour le cours de français, sur lequel on va publier tous ensemble des choses. Donc plusieurs idées. On peut faire un compte fictionnel, alors soit en inventant complètement une personnalité, soit pourquoi pas en prenant une personnalité francophone, alors si possible une personnalité francophone, historique, parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes avec la vraie personne si elle est encore vivante et qu'elle est active sur les réseaux sociaux. Mais par exemple, ici, je vous montre un exemple d'un compte fictif qui existe de Coco Chanel. Alors là, c'est en anglais, mais pour vous donner une idée de ce qu'on pourrait faire en français, créer le compte fictif le compte Instagram de Napoléon, de Coco Chanel, de Aimé Césaire, de Léopold Sédar Senghor, de n'importe qui, n'importe quelle personnalité francophone historique, hein, et imaginez que tous les jours, toutes les semaines, la personne poste quelque chose, fasse des publications, fasse des stories sur Instagram, par exemple, donne son opinion. Ce type de projet, ça peut être un projet donc, qui dure assez longtemps, sur pourquoi pas toute l'année, ou toute une unité, ou un trimestre, par exemple. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir adapter à tous les niveaux. Si vous êtes avec une classe de niveau A1, on va faire des tâches de niveau A1, c'est-à-dire par exemple se présenter, exprimer ses goûts, présenter une autre personne, présenter son lieu d'habitation, son pays, etc. Donc des choses voilà, très simples. Et puis au fur et à mesure qu'on avance de niveau, on va pouvoir aussi transformer ce type de tâches et donc plutôt exprimer son opinion, polémiquer, argumenter, se mettre d'accord sur quelque chose. Enfin voilà, on va pouvoir adapter à chaque fois les tâches que l'on peut réaliser sur les réseaux sociaux au niveau, aux objectifs pédagogiques qu'on est en train de traiter, etc. Donc, une première idée, c'était de créer un compte pour un personnage, alors soit un personnage fictif, soit un personnage historique, et imaginer ce qu'il pourrait poster au jour le jour sur son réseau social. Une autre idée de compte qui serait commun à toute la classe, ce serait un compte dans lequel on raconte un voyage fictif, puisqu'en ce moment on ne peut pas vraiment voyager, mais pourquoi pas, justement, je mentionnais tout à l'heure l'idée d'un tour du monde de la francophonie, pourquoi pas proposer aux élèves sur leur compte Instagram du groupe de la classe, raconter au jour le jour un voyage dans la francophonie, donc en parlant des transports, des sensations, de ce que l'on mange, de la météo, des monuments visités. Là encore, ça s'adapte à tous les niveaux. Avec le niveau A1, ça va être vraiment des choses plutôt descriptives, factuelles, etc. Et plus on avance de niveau, plus on va pouvoir entrer dans les nuances, enfin, on va pouvoir développer plein de choses. Les élèves ont tous accès au même compte et peuvent commenter, peuvent tous publier. Enfin, ensuite, à nous de voir comment est-ce qu'on établit exactement le système, et c'est quelque chose, un projet qu'on peut avoir assez à long terme. Ensuite, alors bon, c'est peut-être plus trop d'actualité, je l'espère pour vous, je ne sais pas exactement où vous en êtes, mais pourquoi pas créer un journal de confinement aussi, où les élèves vont raconter leur quotidien. Là aussi, selon les niveaux, on pourra trouver des tâches un peu différentes. Pourquoi pas proposer aussi un petit challenge ou un petit défi pour la classe, trouver une photo par jour, en par exemple donnant un tour de rôle à chaque élève. Donc à chaque fois qu'on poste une photo, décrire la photo, expliquer pourquoi on l'a choisie. Là aussi, on va pouvoir orienter la tâche en fonction du niveau de l'élève et des objectifs pédagogiques que l'on est en train de travailler. Donc voilà, quelques idées. Vraiment, mon objectif, c'est pas de vous donner une séquence pédagogique toute faite, c'est plutôt de vous donner plein de petites idées comme ça qui me semblent assez faciles à mettre en place. Il y a plein de petits paramètres à vérifier, donc c'est pour ça qu'il faut bien
que vous connaissiez vos élèves, que vous connaissiez leurs goûts, quels réseaux sociaux ils ont l'habitude d'utiliser, est-ce qu'ils sont d'accord pour utiliser leur propre compte ou est-ce qu'il vaut mieux créer un compte pour la classe. Enfin, il y a plein de petites questions comme ça techniques à régler, mais une fois que c'est en place, on peut faire plein de choses différentes et on va pouvoir travailler ici la production écrite, la production orale, la compréhension écrite et orale, l'interaction, on va pouvoir faire un petit peu de tout. D'autres exemples. Vous n'avez sans doute pas raté cette information que la nouvelle application la plus à la mode chez les jeunes, c'est TikTok. Avec TikTok, pourquoi pas aussi l'utiliser? On va pouvoir faire de la production orale et de la réception orale, parce qu'on peut, une fois de plus, orienter nos élèves vers des comptes de TikTokers, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais de TikTokers français, ou francophones en tout cas, pour qu'ils entendent de la musique française, qu'ils voient un peu ce qui se fait en France, enfin en France, dans la francophonie en général, qu'ils entendent des gens parler en français, qu'ils lisent parce qu'il y a beaucoup de choses écrites aussi dans TikTok, qu'ils lisent des mots en français. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Donc, dans un premier temps, on peut être en phase d'observation et donc simplement être en réception des créations des TikTokers francophones. Et puis, petit à petit, on va pouvoir leur proposer, si ça les intéresse, si ça les amuse, s'ils ont l'habitude déjà de le faire pour eux, de créer aussi des petites vidéos sur plein de thématiques différentes possibles. Donc là aussi, je vous propose quelques exemples. Alors, j'avais mis une vidéo, mais c'est pas évident de vous la partager. Et puis, c'est vraiment très facile à trouver des exemples de vidéos sur TikTok. Ici, donc vous avez juste l'image ici, mais ici, l'idée de cette personne qu'on voit en photo, c'est un couple qui en fait réutilise des dialogues de la série Un gars, une fille, que peut-être vous connaissez, qui commence à dater un peu comme série, mais donc c'est l'histoire d'un couple qui sont toujours un peu en train de se disputer, on les voit dans des situations quotidiennes. Donc sur TikTok, ils utilisent le son de ces petits sketchs et eux miment et font le playback en fait et on les voit qui reproduisent les sketchs. C'est un exercice hyper intéressant pour nos élèves parce que on va travailler quoi ici? On va travailler la compréhension orale puisqu'il va falloir entendre et reproduire au moment et faire les gestes, etc., exactement au moment pour que ça corresponde à ce qui est en train de se dire. Et on va travailler dans un certain sens un peu la phonétique, même si on ne verbalise pas, il n'y a pas de son qui sort, on va être obligé d'articuler exactement au moment. Donc je pense que c'est un bon exercice et ça fait un résultat assez drôle. Et puis les élèves vont se voir avec une voix qui parle parfaitement français et en général c'est assez motivant. J'ai pu voir plusieurs élèves faire des choses, ils étaient assez contents d'eux. Donc ça peut être un exemple. Un exemple après, regardez ce qui se fait sur TikTok, il y a plein d'idées qu'on peut faire, on peut créer des sketchs, on peut expliquer aussi pourquoi pas une règle de grammaire, expliquer du lexique sur TikTok, on peut faire plein de choses, faire des choses à base d'une chanson en français, pourquoi pas faire une chorégraphie sur une chanson en français. Proposer aussi, pourquoi pas, un petit challenge aussi, ça marche beaucoup par challenge les tendances sur TikTok, donc le challenge FLE, le challenge de français de la semaine. Alors à vous, d'ailleurs, c'est pas grave si vous n'avez pas d'idée, demandez à vos élèves quelle est votre idée, parce qu'en général, s'ils passent beaucoup de temps sur TikTok, ils sauront quoi vous proposer. Créer un sketch, enfin, on peut imaginer plein de choses. Si vous ne connaissez pas trop TikTok, moi par exemple, je connais pas très bien TikTok, je me suis pas créé de compte parce que je sais qu'une fois que je l'aurai créé, j'y passerai beaucoup trop de temps. Mais allez voir, même sans avoir de compte, vous pouvez regarder des vidéos et vous pouvez regarder des vidéos de gens qui sont francophones et qui produisent des choses en français. Ça donne énormément d'idées et puis voilà, ça peut permettre de motiver vos élèves. Et surtout, moi, ce que je trouve important, c'est que surtout pour les adolescents, ils vont se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'ils font dans leur quotidien avec leurs amis, ils peuvent le faire en français et que, bah, en fait, le français, c'est drôle, c'est comme la vie quotidienne, il peut y avoir plein de choses assez marrantes. Alors, Michel demande si on ne viole pas les droits d'auteur. Bah, je ne sais pas exactement comment fonctionne TikTok, mais je pense que non, parce que tout le monde fait ça, en fait. Même des célébrités font des choses à partir de dialogues de films, oui, c'est ça, j'ai vu énormément de dialogues de films ou de sketchs qu'on réutilise juste le son. C'est vrai que c'est une question que je me suis pas posée, mais ça a l'air d'être inclus dans la plateforme, en fait. Donc, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais
C'est une bonne question, cela dit, mais je ne pense pas, hein. Je n'ai pas de réponse, mais je ne pense vraiment pas. Merci à Dorota qui nous dit que ce sont des bonnes idées pour motiver les élèves, pour la vie des jeunes, voilà, exactement. Et on a tendance à rejeter les nouveaux médias, et pour les jeunes, c'est leur quotidien, exactement. Et c'est pour ça que je vous invite en premier lieu à demander à vos élèves qu'est-ce qu'ils font de leur journée, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont 10 minutes à attendre et qu'on les voit sur leur téléphone, qu'est-ce qu'ils font exactement en fait, pour essayer de retransposer les idées en français. Alors, je continue, n'hésitez pas à intervenir, hein, vous voyez que je vois au fur et à mesure ce que vous proposez. Donc tout ça, c'était sur smartphone. Je vous propose d'élargir un petit peu avec l'ordinateur en général, le numérique en général, pas forcément rester concentré que sur le smartphone, mais si vous êtes déjà utilisateur de Défi, ou en tout cas si la méthode Défi vous intéresse, vous savez peut-être, ou en tout cas je vais vous l'expliquer, que dans Défi, donc la collection s'appelle Défi, à la fin de chaque unité, on a 2 défis qui sont les tâches finales, plus un défi numérique. Donc on retrouve sur l'espace virtuel, je vais vous montrer après, on retrouve sur l'espace virtuel un 3e défi, donc une 3e tâche finale que l'on peut faire 100% en ligne. Donc ça a été inventé avant toute cette histoire de cours à distance, etc. Et finalement, c'est hyper pratique en ce moment lorsqu'on n'a pas nos élèves en direct, puisque les tâches finales ont déjà été pensées entièrement pour être faites à distance. Je vous montre quelques exemples. Par exemple, ici, donc c'est défi 2, donc c'est le niveau A2. On est dans l'unité 2, et donc c'est le défi numérique. Défi numérique, vous allez présenter des recettes et des conseils de grand-mère pour se soigner ou prendre soin de soi. Donc vous voyez, c'est dans une unité où l'on voit justement la santé, les remèdes un peu naturels ou les remèdes anciens pour avoir une bonne hygiène de vie, etc. Et on propose directement à l'élève un outil pour présenter son travail. Ici, c'est l'outil qui s'appelle Geniali, que sans doute vous connaissez déjà parce qu'il est assez utilisé par les enseignants, parce qu'il est génial, comme son nom l'indique. Ça permet de faire énormément de choses. Donc ici, l'élève ne perd pas de temps à choisir un outil. On lui donne le lien, il clique sur le lien et il va réaliser une infographie. C'est quelque chose qui est assez simple à réaliser sur Geniali. On peut choisir la forme, on peut ajouter des photos, on peut ajouter des liens, etc. Ici, on lui propose de choisir 2 ou 3 produits et de proposer 2 ou 3 recettes ou conseils de grand-mère, donc. Et très important, on lui montre un exemple. On lui montre un exemple de production pour qu'il voit un petit peu ce qui est attendu de lui. Il crée son travail et ensuite il copie-colle le lien ici, donc ici, dans l'espace virtuel sur son compte. Et vous, en tant qu'enseignant, vous allez voir directement ce qu'il propose. Alors, si vos élèves n'ont pas de compte sur l'espace virtuel, vous non plus, en tout cas pas un compte premium, ils peuvent faire exactement le même travail en vous envoyant tout simplement le lien par mail, hein, par exemple. Mais si vous travaillez avec l'espace virtuel et que tout est lié, les comptes de vos élèves avec vos comptes, etc., c'est hyper pratique parce que l'élève est dans son livre, il suit l'unité, il voit le défi numérique, il fait l'activité, il colle le lien et vous voyez de votre côté ce qu'il a fait, il vous suffit de cliquer, de voir, enfin, vous pouvez mettre une note directement, enfin, c'est très très pratique. Donc Geniali qui vous permet donc de travailler essentiellement l'expression écrite. Ça permet de fabriquer un peu des tableaux interactifs, des images interactives sur lesquelles les élèves vont pouvoir coller différentes choses, écrire des petits textes de présentation. Et ça, on peut l'utiliser aussi pour plein de choses. Donc ici, c'est un exemple comme ça, mais on peut aussi tout simplement se présenter un pays, présenter sa famille. Enfin, on va pouvoir tout faire avec ça aussi, Geniali. Donc c'est plutôt sur l'ordinateur que sur le téléphone portable, hein. Mais voilà, c'est pour varier un peu les outils. Un autre exemple de défi numérique, ici, donc on est toujours au niveau A2, mais là c'est la fin, vous voyez, c'est l'unité 8, donc c'est la fin du niveau A2. Et on leur propose d'utiliser le programme qui s'appelle Storybird, qui est un programme vraiment très beau qui permet de créer un peu des contes, un peu à la mode des contes pour enfants avec des belles images, etc. Et donc ici, la tâche, c'est de parler du jour où, et ils ont 2 options à choisir,
Première option, le jour où j'ai arrêté de manger de la viande, ou où j'ai arrêté de manger du sucre, etc. Ou parler du jour où j'ai commencé à manger des épinards, des carottes, quelque chose qu'on n'aimait pas avant en tout cas. Donc vous voyez qu'on est ici, si on parle en termes d'objectifs pédagogiques, on est sur les aliments, hein, niveau A2, donc on est un peu plus avancé sur les habitudes alimentaires. On parle du passé, hein, parce que c'est le jour où j'ai arrêté quelque chose. Et donc, ce qu'on leur propose, c'est de transformer ce qui pourrait être une production écrite très simple, c'est de motiver un peu les élèves en leur proposant d'ajouter des illustrations grâce à Storybird, et donc de préparer un peu comme un livre numérique. C'est vraiment très simple à utiliser aussi. Encore une fois, on leur donne directement le lien pour aller sur l'outil et un exemple de production. Donc ça, c'est toujours important de leur montrer un peu un exemple de ce qu'on attend d'eux pour voilà, placer la barre un peu plus haut que ce qu'ils pourraient faire parfois, ou en tout cas leur montrer comment fonctionne cet outil et qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec. Et encore une fois, s'ils ont le compte, ils peuvent directement coller leur lien ici sur Storybird. Quelqu'un me demande si c'est payant. Non, 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 non. Alors, toutes les plateformes dont je vous parle, en fait, tous les outils dont je vous parle depuis le départ, ont toujours une partie gratuite. D'accord? Donc, par exemple, Storybird ou Genially. Genially, je pense que c'est entièrement gratuit. J'ai un doute maintenant. Mais en tout cas, on peut toujours faire avec la partie gratuite. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut toujours se créer un compte sur Storybird, sur Genially. Il faut toujours se créer un compte avec une adresse mail. Donc voilà, ça c'est quelque chose. Et ensuite, on peut toujours faire beaucoup de choses déjà avec la partie gratuite. Si vous voyez que vous avez envie d'en faire beaucoup plus et d'avoir accès, par exemple Storybird, avec la partie gratuite, vous n'avez pas accès à toutes les images. Mais vous avez accès déjà à tellement d'images que ça suffit largement. Donc ce sont des plateformes gratuites. Ensuite, peut-être que la question, je viens d'y penser, c'était aussi, est-ce que l'espace virtuel est gratuit? Je ne sais pas si c'était ça la question, mais je pourrais aussi y répondre éventuellement. Tania nous dit, dans l'Institut de langue étrangère où je travaille, j'ai aussi un cours avec un seul élève. Je peux utiliser vos applis dans ce cas-là. Bien sûr, bien sûr. Pour les cours particuliers, ça fonctionne aussi très bien. Les élèves vont pouvoir fabriquer des choses qu'ils vont ensuite vous présenter. Et puis, oui, oui, oui. Alors, c'est sûr qu'on propose toujours des petits travaux en groupe dans les manuels, mais si les élèves sont seuls, ils réalisent le travail seuls sans problème. Alors, avec les cours avec un seul élève, peut-être qu'on va moins facilement pouvoir faire une discussion de groupe sur WhatsApp, par exemple, mais on va pouvoir travailler d'autres compétences, c'est pas très grave. Alors, on me confirme que sur Genially, on peut bien créer un compte gratuit, oui. Toutes les applications que je vous montre ici ont en tout cas une partie gratuite qui est largement suffisante. On peut toujours rajouter et payer, mais c'est pas forcément nécessaire. Alors voilà un peu pour les idées concrètes que je vous propose. Il y en a plein d'autres, mais voilà, je ne peux pas non plus vous faire un catalogue complet. Mais ce que je vous invite à faire, c'est à aller voir sur l'espace virtuel, dans la partie formation, dans la section formation, et ensuite dans la section outils TIS, vous avez en fait plein de petits tutoriels qui vous sont réservés, donc qui sont réservés aux comptes enseignants. Donc vous voyez, on retrouve ici par exemple, de quoi est-ce que je vous ai parlé? Quizzes, et puis je vous ai pas forcément parlé des autres applications, mais pour chaque application dont je vous ai parlé aujourd'hui, bon, mis à part Instagram et WhatsApp, mais les applications plus pédagogiques, disons, vous allez retrouver sur l'espace virtuel donc un tutoriel en format PDF que vous pouvez même imprimer si vous voulez, où on vous donne toutes les explications pour savoir comment fonctionne l'outil, un lien vers l'outil, bon, ça c'est assez facile, mais un lien vers l'outil et des exemples de production pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec. Et dans la fiche tutoriel, il y a aussi plein de pistes pédagogiques pour exploiter cet outil. Donc vous allez retrouver des outils pour, par exemple, fabriquer des cartes mentales sur internet, pour travailler la production écrite, la production orale, les chansons, des quiz, vous voyez qu'il y a quizzes ici, avoir des espaces un peu communs aussi ou partager des informations, enfin on va pouvoir trouver plein de choses. Donc je vous invite vraiment à explorer cette partie de l'espace virtuel. Donc je vous répète, c'est dans la partie formation, donc à laquelle les élèves n'ont pas accès, hein, c'est vraiment réservé aux enseignants. Et dans la partie formation, vous avez une section qui s'appelle Outils TIS, où vous allez retrouver comme ça plein d'outils.
qui sont extérieures à Maison des Langues, mais on vous propose des façons de les utiliser. Donc là, je vous ai donné quelques idées, et si ça vous intéresse, vous allez en retrouver plein d'autres que vous allez pouvoir exploiter en cours. D'accord? Donc voilà un petit peu pour des idées pour faire agir, vous voyez, faire en sorte que les élèves soient motivés, on espère, agissent et fabriquent des choses en français. Ensuite, il y a d'autres choses qui existent sur l'espace virtuel que vous pouvez aussi éventuellement utiliser pour dynamiser vos cours, motiver les élèves, etc. D'autres ressources, donc par exemple, il y a plein de vidéos, et un petit peu pour tous les goûts. Donc, si vous ne connaissez pas les vidéos de l'espace virtuel, mais peut-être vous connaissez les vidéos de TV5 Monde, souvent on connaît, en tant que prof de français, on connaît TV5 Monde, c'est assez similaire, c'est-à-dire que pour chaque vidéo, vous allez retrouver une fiche pour l'apprenant, une fiche pour l'enseignant, parfois des fiches de matériel, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez complémentaire de ce qu'on trouve sur TV5, puisque sur TV5, on retrouve essentiellement des clips de chansons et des reportages, des documentaires hyper intéressants. Et c'est complémentaire puisque sur l'espace virtuel, vous allez retrouver des courts-métrages, donc plutôt des choses de fiction, et des outils, des petites vidéos spécifiques de grammaire et de lexique. D'accord? Pour chaque vidéo, je vous répète, vous avez une exploitation pédagogique complète. Alors, je crois que je vous ai mis un exemple ici. Hop, pardon, ici. Donc, qui est soit sous forme de fiche PDF que vous pouvez imprimer, mais comme en ce moment, on est en cours en ligne, essentiellement à distance, toute l'exploitation pédagogique peut se faire aussi de manière interactive directement en cliquant sur les questions, les réponses. Donc, soit les élèves peuvent le faire en autonomie à un autre moment que le cours, soit vous pouvez partager votre écran et faire les activités en même temps que vous expliquez, comme on l'aurait fait en classe finalement. Mais voilà, vous allez pouvoir cliquer directement sur les activités, etc. Donc ça, par exemple, c'est un exemple d'un court-métrage très, très récent d'ailleurs, qui parle d'une problématique très, très actuelle. Je vous invite à le regarder. Et donc, il y a une exploitation pédagogique complète. Donc, quand je dis exploitation pédagogique complète, ça veut dire qu'on a plein d'étapes pour travailler la compréhension de la vidéo, la compréhension orale, un petit point de grammaire ou de lexique, et on propose ensuite un travail de production aux élèves, une tâche, un petit projet pour aller plus loin, pour lire plus loin, pour fabriquer quelque chose. Donc ça, ce sont les courts-métrages, et je reviens en arrière parce que j'ai passé ça. On a aussi la collection qui s'appelle Lexville, qui va permettre de travailler le lexique, justement, d'une thématique. Donc, par exemple, ici, vous avez une petite vidéo adaptée au niveau A2 pour découvrir le lexique des vêtements. Enfin, découvrir ou réviser ou retravailler, en fait, tout simplement. Alors, on me demande s'il faut être abonné pour avoir accès à toutes les vidéos. Alors, effectivement, dans tous les cas, il faut que vous vous créiez un compte. D'accord? Pour pouvoir avoir accès au contenu, il faut créer un compte gratuit au départ. Avec le compte gratuit, vous allez pouvoir avoir accès à une partie des ressources. Vous avez déjà accès à pas mal de choses, hein. Vous avez déjà accès à de nombreuses vidéos, à énormément d'exercices interactifs. Vous avez accès à une unité de donc une unité de chaque manuel de Maison des Langues, donc de toutes les collections. Donc ça peut être un premier pas pour découvrir l'espace virtuel. Et ensuite, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre un abonnement premium. C'est d'ailleurs ce que vous allez pouvoir gagner à la fin. Il y a 2 abonnements premium à gagner, avec un petit quiz que je vais vous faire. Donc, vous pouvez prendre un abonnement premium pour avoir accès à l'intégralité des ressources. Okay, donc le prix de l'abonnement premium pour 12 mois, c'est, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 39 € pour 12 mois. Donc avec ça, vous avez accès à énormément de choses. Donc pour premier pas, découvrez déjà l'espace virtuel avec le compte gratuit et testez déjà les ressources qui sont gratuites. Donc, vous avez toujours une petite étiquette marquée gratuite pour vous expliquer quelles sont les ressources auxquelles vous avez accès ou pas si vous n'êtes pas en compte premium. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses quand on prend l'abonnement premium, c'est sûr, mais ça peut déjà vous donner une bonne idée et puis vous pouvez tester le matériel pour voir si ça vous intéresse. Ah, on corrige le prix, 44,99 € par an. Bon, à confirmer avec
avec Clet qui va pouvoir vous donner l'information précise. J'avoue que je ne l'ai pas. Moi, je suis autrice de manuel, pas commercial. J'ai pas toutes ces informations commerciales. Mais Armando ou Sofia vont pouvoir vous répondre sans problème, je pense. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, dans l'espace virtuel, puisqu'on en parle, il y a aussi une manière de travailler l'actualité avec la rubrique C'est d'actualité, la section C'est d'actualité, qui donc propose régulièrement, tous les mois, même toutes les 2 semaines, je crois, des nouveaux articles. Donc ce sont des articles de la presse francophone qui sont là aussi didactisés. Donc c'est un document authentique dans le sens où c'est l'article tel quel, pris de la presse francophone. Les droits ont été payés, tout est réglé. Et on vous propose une exploitation pédagogique complète, là aussi, donc avec une fiche pour l'apprenant, une fiche pour l'enseignant, une carte mentale à compléter pour l'apprenant avec soit les idées principales de l'article, soit les mots qu'il voudrait repérer ou garder, mémoriser, etc. Il y a plein de choses possibles. Voilà, donc c'est surtout à partir du niveau A2 voire B1, mais pour A2, B1 et B2, il y a énormément aussi d'articles d'actualité. Et en fait, même quand ils sont plus d'actualité, ils restent sur le site parce que ça peut être aussi des choses qui sont assez transversales et qui vont pouvoir être utilisées à plus long terme. Donc là, il y a 2 nouveaux articles justement qui viennent juste de paraître. Un sur la déforestation. Donc, si on veut travailler le thème de l'écologie, etc., c'est intéressant. Et l'autre, bah, c'est aussi sur l'écologie, mais c'est assez politique aussi. C'est sur les jeunes et le climat qui continuent à manifester malgré les circonstances sanitaires pour faire en sorte que la situation s'améliore. Donc, il y a plein de ressources différentes intéressantes. Alors, on a une autre question. Est-ce que c'est possible de donner accès à nos élèves si on est abonné ou bien il faut eux aussi être abonnés? Donc, c'est la même chose pour eux. Ils peuvent avoir un compte gratuit et donc, dans ce cas-là, vous pourrez leur transmettre, enfin, leur demander de travailler sur les ressources gratuites. Donc, encore une fois, il y a quand même déjà pas mal de ressources. C'est vrai qu'on n'a pas forcément tout ce qui nous intéresse, mais il y a beaucoup d'exercices interactifs qui sont gratuits pour plein de niveaux différents. Il y a plusieurs vidéos qui sont gratuites. Il y a un article d'actualité qui est gratuit. Pour les articles, c'est plus compliqué parce qu'il y a un problème de droit d'auteur en fait avec les journaux francophones. Mais pour les vidéos, les exercices interactifs, les contenus des manuels, etc., il y a beaucoup plus de choses disponibles. Donc c'est la même chose. Si vos élèves ont un accès gratuit, ils pourront travailler avec les ressources gratuites. Si vous avez un accès payant et vos élèves aussi, vous allez pouvoir travailler et mettre en commun du coup mettre en liaison tous vos comptes. Voilà. Je vérifie l'heure, c'est parfait, on est dans les temps. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'y réponds. Je vais conclure. Je crois que je vous ai donné déjà quelques idées pour faire des nouvelles activités, en tout cas faire voilà, mettre en place de nouvelles dynamiques. J'espère vous avoir donné quelques idées. Donc pour conclure, simplement 3 mots. Varier, impliquer et concrétiser. Donc j'explique un peu. Varier, j'en ai déjà parlé depuis le départ. L'idée, c'est vraiment de varier les plaisirs. Donc, pas toujours utiliser, par exemple, Kahoot, l'utiliser dans tous les cours, à toutes les sauces. Non, parce qu'au bout d'un moment, on perd le côté ludique et original et les élèves vont du coup se lasser et on perd la motivation qu'on avait réussi à créer. Pas non plus toujours utiliser les nouvelles technologies. On peut varier et de temps en temps retourner à du bon papier, crayon, ou faire des gestes, ou bouger dans la classe ou devant sa caméra, on fait comme on peut. Mais en tout cas, c'est très important de varier et pourquoi pas un peu de surprendre les élèves. Alors, c'est important de varier, mais c'est aussi intéressant lorsque des élèves ont appris à se servir d'un outil, de rentabiliser un petit peu et de le réutiliser plusieurs fois. Donc, il faut trouver l'équilibre entre tout ça. Impliquer les élèves dans leur apprentissage, c'est notre mission numéro 1. Réussir à les impliquer, à faire en sorte qu'ils participent, qu'ils agissent, qu'ils créent des choses et surtout les rendre le plus autonomes possible. Donc en fait, leur donner envie d'aller plus loin et leur donner envie de chercher par eux-mêmes, par exemple, un youtubeur francophone qui parle d'escalade parce qu'on est passionné d'escalade et on va par soi-même avoir l'idée, parce qu'on est bien impliqué dans notre cours de français, d'aller chercher ce genre de choses.
et concrétiser, c'est-à-dire bon, le verbe n'est pas bien trouvé, mais j'ai pas réussi à formuler ça autrement, mais rendre l'apprentissage le plus authentique possible, le plus concret possible, qui ressemble que ça ressemble à notre vie quotidienne. Je pense que vous avez compris depuis le début de notre petit webinaire, ce que je veux faire, c'est que vraiment on fasse les mêmes choses qu'on fait dans notre vie quotidienne, mais qu'on les transforme pour le français. Et puis après, on va pouvoir du coup faire développer l'imagination et aller plus loin et pouvoir imaginer plein de choses et créer et voilà, faire aller plus loin. Mais en tout cas, commencer par simplement transposer des choses que l'on peut faire en français. Alors, je vois que Sophia répond aux questions. Oui, pour les codes, etc. Ok, pas de problème. Ok. Alors, avant de passer au petit concours grâce auquel vous allez pouvoir gagner justement 2 codes premium, je voulais savoir si vous aviez des questions par rapport au contenu de cette petite formation, puisqu'on arrive bientôt à la fin. N'hésitez pas si vous avez des questions pédagogiques, des questions par rapport aux différents outils que je vous ai proposés, par rapport aux applications que je vous ai proposées. Voilà, je vous laisse la parole par écrit, mais je vous laisse, je réponds à vos questions si vous en avez. Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent, donc j'attends un petit peu. Alors ça, c'est pas des questions pour moi. Ou n'hésitez pas d'ailleurs à profiter de ce moment aussi pour partager des idées si vous avez déjà, et par exemple, utilisé Instagram ou WhatsApp ou une application dont je vous ai parlé, Geniali, ou voilà, si vous avez déjà eu des expériences, que ça s'est bien passé, que vous voulez nous partager votre expérience et vos idées d'activité, n'hésitez pas aussi. Dorota nous dit, ah, pas de questions, mais un grand merci. Bah, merci à vous. Je vous laisse quelques minutes si vous avez envie de poser des questions. Sinon, on passera au concours. Alors, il y a 4 ou 5 personnes qui écrivent, donc je vous laisse un petit peu de temps. Johanna nous dit, je me sens inspirée, il faut juste être plus souple vis-à-vis des outils numériques. Oui, c'est ça. Et surtout, être plus souple et je crois aussi ne pas avoir un peu confiance dans nos élèves et leur laisser faire des propositions aussi. Alors, faut trouver l'équilibre entre les laisser un peu libres de faire des propositions et de créer des choses, même si nous, on contrôle pas toujours les outils. Et trouver l'équilibre avec qu'ils fassent pas n'importe quoi et qu'ils manquent de respect envers des camarades ou on peut facilement aussi tomber dans des problèmes comme ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de les laisser nous guider. Oui, voilà. Et Marla, pardon, j'arrive pas à lire, mais je crois que c'est Marla, dit que les élèves peuvent nous guider exactement. Je pense qu'ils peuvent nous donner des idées, en tout cas, même si on va essayer de bien contrôler derrière, surtout avec les adolescents, bien contrôler, mais je pense qu'ils peuvent nous donner des idées. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait de leur poser des questions, d'apprendre à bien connaître leurs utilisations de leur téléphone, par exemple, pour essayer de trouver des idées. Oui, alors comme dit Johanna, on a peur aussi qu'ils partagent les contenus n'importe où, ou qu'ils manquent, ou qu'ils fassent des photos qui pourraient être compromettantes, ou en tout cas ne pas respecter la vie privée, etc. Ça, voilà. C'est aussi dans notre rôle, je pense, de les éduquer aussi à ça, de leur faire prendre conscience de, de tout ça, du respect de la vie privée, du respect des autres, etc. Ça fait un peu partie de notre mission aussi, je crois, en tant qu'éducateur, en tant que professeur. Mais c'est pas facile, hein. C'est pour ça que le titre de ma formation aujourd'hui, c'était que c'est un vrai défi, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de questions à se poser. Alors, il y a d'autres questions. Comment évaluer les travaux des élèves? Alors, à mon avis, on les évalue comme on a toujours fait, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas, comme on a toujours fait.
en faisant une grille d'évaluation. C'est-à-dire que l'objectif, ça va être d'évaluer leurs compétences à avoir fait quelque chose. Donc si la tâche, par exemple, était de publier une photo sur Instagram pour présenter votre animal favori et exprimer ses goûts. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir évaluer la capacité de l'élève à exprimer ses goûts et à présenter un animal. Donc, je crois qu'il faut toujours faire une petite grille d'évaluation dans laquelle on met plusieurs critères. Et ça peut être intéressant de mettre des critères, bien sûr, linguistiques. Est-ce qu'on maîtrise l'orthographe, la grammaire, etc., le lexique, etc. Est-ce qu'on est capable de présenter un animal? Est-ce qu'on est capable d'exprimer ses goûts? Et aussi, ça peut être intéressant d'ajouter comme critère l'originalité, la participation. Est-ce qu'on a été voir les publications des autres? Est-ce qu'on a commenté? Est-ce qu'on a posé des questions, par exemple? On peut rajouter des petits points bonus pour ça. Donc voilà, pour l'évaluation, il faut vraiment penser en termes de compétences. On évalue vraiment les compétences des élèves, donc leur capacité à avoir fait la tâche qui était demandée, quelle que soit la forme de la tâche, je pense. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'on aura des certificats? Alors ça, oui, Sophia a répondu, parfait. Comment évaluer les élèves sans notes? Ah, pardon, j'ai raté une question. D'accord. Ah non, j'ai raté une autre question. Non, c'est bon. Comment évaluer les élèves sans notes? Ah oui, alors maintenant c'est la mode ça en France d'évaluer les élèves sans notes aussi, avec dire si la compétence est acquise, en cours d'acquisition ou non acquise. Voilà, c'est un peu de cette manière-là. Donc, encore une fois, avec une grille d'évaluation, et au lieu de donner des points, en fait, pardon, on va pouvoir simplement dire aux élèves si la compétence qui est attendue et le niveau qui est attendu est bien acquis ou est bien atteint. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Est-ce que l'espace virtuel est lié à un manuel? Alors, non. On peut vraiment utiliser l'espace virtuel sans utiliser, même si on n'utilise pas un manuel des éditions Maison des Langues. Si on utilise un manuel des éditions Maison des Langues, c'est encore mieux parce qu'on va retrouver sur l'espace virtuel les manuels de Maison des Langues en entier, toutes les collections, tous les manuels qui existent, et en version numérique. Donc ça va permettre de faire facilement, d'avoir une seule plateforme sur laquelle on a notre manuel, des vidéos, des exercices interactifs. Voilà. Donc, mais c'est pas forcément lié à un manuel. Est-ce qu'il y aura la possibilité de revoir ce webinaire? Il est enregistré, si j'ai bien compris, il sera sur YouTube, donc oui. Les élèves veulent toujours avoir des notes. Alors oui, donc en fait, une fois qu'on a notre grille d'évaluation, nous on sait très bien que si on a mis acquis, c'est qu'il a quasiment tous les points. Si on a mis en cours d'acquisition, c'est qu'il a que la moitié des points. Et donc, s'ils veulent absolument avoir des points, des notes, c'est possible, je pense, de leur mettre des notes. Je veux dire, ça change pas grand-chose, nous, dans notre travail. Quel manuel? Alors ici, moi, aujourd'hui, je vous ai parlé de la collection Défi, mais on va trouver tous les manuels des éditions Maison des Langues sur l'espace virtuel, hein, je vous le rappelle. Alors, on nous propose aussi le site internet qui s'appelle Padlet, que je vous recommande aussi, effectivement, c'est très pratique à utiliser pour les cours en ligne. Tania nous dit, je pense que quand on n'a que 2 heures de français par semaine, on n'a pas assez de temps pour utiliser des applications en plus de la méthode et des exercices de grammaire. Ça dépend si vos élèves peuvent faire un peu des choses en dehors du cours, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, les exercices de grammaire, ça n'est pas très intéressant à faire en classe. C'est pas un moment où ils vont pouvoir pratiquer le français. Donc, peut-être garder les exercices de grammaire pour un temps hors de la classe pour qu'ils puissent s'entraîner en autonomie, s'ils font leurs devoirs, bien sûr, et garder du coup du temps pour que dans la classe, on participe, on crée des choses, on s'exprime, on utilise la langue de la manière la plus authentique qui soit. Mais c'est vrai que 2 heures de français par semaine, ça permet pas de tout faire. Et si vous avez vu, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai transformé certaines activités de la méthode, justement, en activité un peu interactive en utilisant WhatsApp, par exemple, pour faire un exercice sur les goûts. Donc ça peut être aussi de remplacer certaines choses de la méthode et de les remplacer par des activités plus ludiques. Il s'agit de Maison des Langues, oui, exactement. Il s'agit des éditions Maison des Langues, tout à fait. Comment accéder à l'espace virtuel? Donc, vous allez sur espacevirtuel
En fait, si vous écrivez dans Google espace virtuel Maison des langues, vous allez tomber tout de suite dessus. La première chose à faire, je vous répète, c'est de vous créer un compte gratuit au départ, en tout cas. Ah voilà, Michel a mis l'adresse, merci beaucoup, le lien. Voilà, vous créez un compte enseignant, surtout créez-vous bien un compte enseignant, comme ça vous allez aussi avoir accès à des formations, les tutoriels des outils dont je vous parlais, etc. Voilà, vous allez avoir accès à énormément de choses. Voilà, donc j'ai l'impression d'avoir répondu à toutes les questions. Je vous propose éventuellement de passer à au petit concours. Donc préparez-vous à écrire très rapidement dans le chat. Je vous explique les modalités du concours. Ah pardon, il y a une autre question de Mishka. On peut voir quelque part vos exemples. Je pense que vous pouvez télécharger ma présentation. La formation d'aujourd'hui sera disponible sur YouTube et vous pouvez télécharger le document de présentation, le diaporama. Okay. Alors, je vous explique les modalités du concours avant de nous quitter. Je vais vous poser une question très simple et les 2 premières personnes qui auront écrit la bonne réponse dans le chat seront donc les 2 gagnantes du code premium. Ok. Alors, attention, c'est une question sur la géographie française. Est-ce que vous êtes prêts? Soyez prêts à écrire. Question. Je me trouve actuellement dans la ville principale du département de Loire-Atlantique. Comment s'appelle cette ville? Voilà. Je laisserai Sophia décider qui a gagné. Vous avez tous la bonne réponse. Armando et Sophia, c'est vous qui, qui répondrez, voilà, qui nous direz qui sont les gagnants. C'était très très rapide. Voilà, effectivement, je suis à Nantes. Vous avez peut-être reconnu la première. Donc pour moi, les deux, je n'ai fait qu'une seule question, hein, donc les 2 premières personnes qui ont répondu. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le concours est terminé? Si vous voulez, je peux inventer une deuxième question. Mais... En tout cas, félicitations aux gagnants. Je vous laisse. Du coup, vous allez avoir l'occasion de tester l'espace virtuel. Bravo à vous. Avant de nous quitter, je vous laisse ici toutes mes coordonnées et les coordonnées donc de CLET et Maison des Langues. N'hésitez pas à aller voir leur site respectif, leur site internet respectif. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu. Et je vous invite vivement, puis je vous ai dit tout à l'heure, je suis très active sur Instagram, je vous invite vivement à suivre mon compte, à vous abonner à mon compte, parce que tous les jours, ou en tout cas toute la semaine, je partage des idées, lorsque je trouve un outil qui est intéressant, je le partage. Et tous les mercredis, je réponds à toutes les questions qu'on me pose, donc demain en fait. Donc n'hésitez vraiment pas. Sur Facebook ou sur Instagram, j'essaye de partager toutes les idées que je trouve et c'est gratuit, donc profitez-en. Non, Johanna, je ne connais pas ce que vous avez proposé. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation active. Même si on ne se voit pas, c'était chouette. Bonne continuation, bonne soirée et à bientôt.